Rebonjour à tous. Voilà. Ça y est, la connexion est rétablie, on a des fleurs, on a des bougies, on est au top. Mais il n'y a plus Et personne. on a toujours Claire Berest avec nous, qui n'a pas pris peur, qui n'est pas partie. Exactement. Les aléas de la technique. Mais on aime bien ce côté un peu récalcitrant. D'ailleurs, on aime bien le mot récalcitrant aussi. Les coulisses. Exactement, Voilà. les coulisses. On a tenté des choses et on est de retour. Super. Bah là, en tout cas, tu crèves l'écran, Claire, c'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Avec les c'est jolies vrai. fleurs jaunes. Du coup, C'est vrai. on vous gâte encore plus. On a sorti la On a bougie, des fleurs, les fleurs. regardez les belles fleurs qu'on a. Ça, il n'y a Exactement. que dans la causerie. Il y a ça dans aucun autre live sur Instagram dans le monde entier. Alors, Olivier, un petit mot peut-être pour introduire notre super invitée qui est, en plus d'être Ah oui. super talentueuse, belle, gentille, drôle et plus que ponctuelle, on appelle ça les pré-ponctuels. Ce sont les gens qui arrivent en Je avance. connaissais pas ce mot. C'est formidable. Très Elle est ponctuelle, arrivée c'est vrai, une c'est demi-heure C'est vrai. plus tôt et Ça, c'est c'était quelque chose que vous génial ne savez pour pas faire sur Claire connaissance. Berest. C'est une femme Très, très ponctuelle. Alors vas-y Olivier, je te laisse. Mais non, mais on est ravis on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors, on a intitulé cette causerie Le feu des mots. Tu viens de sortir, Claire, un roman à la rentrée littéraire qui s'appelle Artifice, donc aux éditions Stock, qui est un roman que je trouvais à la fois beau, cruel, envoûtant, voilà, superbe, vraiment, je vous encourage à lire. Et alors le feu, qu'est-ce que ça t'inspire, Claire, et est-ce que tu vois un lien avec l'écriture justement et avec les mots? Alors, vaste question. J'ai bien aimé le mot feu parce que ça faisait tout de suite un lien avec mon dernier roman, Artifice, parce que je ne sais pas vous, mais quand on entend artifice, on pense tous au feu d'artifice immédiatement. Parce que c'est précisément la culture populaire. On a tous baigné dedans. On ne sait pas si on aime ou on n'aime pas. On ne sait pas si c'est kitsch, si c'est bizarre ou si c'est sublime. Mais on a tous immédiatement ça en tête quand on parle d'artifice. Or, à l'origine, le mot artifice désigne tout autre chose que la pyrotechnique, que cet art de la rue. Et artifice, en fait, c'est un mot finalement assez péjoratif de ce qu'on fabrique, donc ce qui n'est pas Simulacre un peu. oui, simulacre, ou ce qui n'est pas authentique, ce qui est truqué, trafiqué, et donc je pense que ça fait aussi une porte d'entrée dans notre pratique à nous de l'écriture, ou même dans toutes les pratiques artistiques. Quelle est la part de l'authentique et quelle est la part de la mystification, de la création dans le sens de la facticité. Et voilà, j'aimais bien que ce mot-là ouvre toutes ces portes-là, mais aussi qu'il soit dans cette énergie du feu. Moi, j'adore les feux d'artifice. Je sais pas vous, mais moi, je suis restée cet enfant. On en parlait tout à l'heure. Justement, exactement. J'ai pu être en Bretagne tous les 14 juillet sur la plage avec tous les gamins du quartier à attendre le moment où il y allait avoir les feux dans le ciel. Et il y a une sorte de moment de communion. On a l'impression, on se rassemble tous pour voir quelque chose de beau. Ce qui est la base de l'humanité. Ouais, enfin en tout cas si on va dans un musée, si on va dans une salle de ciné, si on ouvre un bouquin, il y a une idée de je me confronte peut-être à quelque chose de beau. Et pourquoi? Enfin, c'est Pourquoi le beau réunit les humains au même endroit, au même moment? Qu'est-ce que ça fédère en fait, ce côté un peu explosif? Parce que c'est non seulement c'est beau. Attends, Olivier, tu peux un petit peu. Oui, parce que j'aimerais pas être toute seule alors que je suis avec Clarisse et Olivier. Non, il y a quelque chose de beau dans le feu d'artifice, mais en plus d'être beau, il y a aussi, comme tu as dit, le mot sublime. Et sublime, c'est ce qui suscite un sentiment à la fois d'émerveillement et de terreur. On a, comme par exemple devant un volcan en éruption ou en haut d'une montagne, d'une chaîne de montagnes un peu terrifiante, dans l'acception philosophique du sublime, c'est ça, c'est ce qui crée un mouvement à la fois de terreur et d'émerveillement. On a envie d'y aller, on a envie de se retenir. Est-ce que le feu, avec sa force justement destructrice, et en même temps très chaleureuse, est-ce que ça t'évoque ça? Et par rapport à l'écriture, du coup. Exactement. Ouais. Disons que je trouve que c'est un mot qui était très bien choisi. Parce que, alors après, on peut le prendre de différents niveaux.
quand on écrit, la pratique, est-ce qu'il y a cette idée de dévoration, d'être consumé, parce que là c'est agréable, je suis avec deux écrivains qui se posent les mêmes problématiques. Pourquoi est-ce que le feu convoque immédiatement une force qui prenante. Oui, enfin qui crée un rythme, qui crée une image et en même temps une forme de douleur. Ouais. Parce que le feu, ça dévore, ça consume, ça encalmine, ça détruit, ça ravage. Et en même temps, il y a cette idée, on l'a tous en tête, de le feu, c'est une danse, c'est un élan. Et je pense que du coup, ça ouvre bien les problématiques de l'écriture. Mais alors après, si on va de façon plus technique, je sais pas vous, les amis, mais quand on écrit, qu'est-ce qui fait que ça brûle? Pourquoi est-ce que l'écriture est une brûlure, qu'on soit dans la position de l'auteur ou quand on soit de la position du lecteur, ce qui est pour moi presque indissociable et la même chose. On écrit des livres parce qu'on aime lire, hein. Enfin c'est le premier échelon, parce que c'est fondamental, parce que c'est essentiel, et on passe de l'autre côté du miroir parce qu'on a ce désir premier. Et alors après sur l'écriture, et ça m'intéresserait aussi parce que la causerie, voilà, c'est bien aussi que vous donniez Pourquoi votre avis. l'écriture est une brûlure? Ouais. C'est magnifique comme question, Olivier. Est-ce que tu as envie d'y répondre en tant qu'écrivain? C'est vrai qu'il y a cette ambivalence. Ah oui, ça y est, voilà. C'est magnifique ce cadre. Je te mets des petites fleurs. Ah oui, on a des fleurs. Ouais. Il y a une ambivalence des fleurs aussi. Les fleurs brûlent. Mais le feu, il y a l'essai de Bachelard, psychanalyse du feu, et c'est vrai qu'on voit bien que ça puise à énormément de choses très ambivalentes en fait, le feu, et comme le désir aussi, ça à la fois ça brûle, ça détruit, ça porte. Il y a quelque chose comme ça, alors peut-être sans je pense, effectivement qu'on recherche quand on écrit, et qu'en même temps qui peut être effrayant et fascinant à la fois. Pour parler de ton dernier roman Artifice, c'est vrai que moi les feux d'artifice, j'ai toujours trouvé ça alors à la fois beau et en même temps il y a une terreur en fait aussi, je trouve. Angoissant. Il y a quelque chose de terrifiant dans le feu d'artifice qui parfois est associé à des souvenirs. Ça peut être terrible aussi, les feux d'artifice, ça peut cristalliser des choses. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça finalement au fond de notre être. Alors sans trop spoiler ton dernier livre, il y a aussi toute une peut-être tu peux nous en parler un petit peu, toute une intrigue policière en fait qui structure le roman, même si ça dépasse aussi ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement ce danger à la fois du feu et donc du désir à l'intérieur de ton livre, et finalement sans doute dans d'autres de tes textes, notamment je pense à Bellevue, qui est un très beau texte que tu as publié chez Stock, où effectivement il y a une dimension très souvent des personnages et une férocité aussi du désir en particulier. Alors c'est intéressant que tu parles de Bellevue, parce que c'est un de mes textes favoris et qui est assez confidentiel. Enfin, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont lu, et qui est pour moi un texte pour lequel j'ai une tendresse folle, qui est essentielle, et qui est un texte difficile parce qu'il parle de la bascule, du fait que monsieur et madame tout le monde peut partir dans le décor, peut se brûler, et surtout sans prémisse, sans qu'il y ait aucune gestation de ce moment de lâcher prise dangereux et d'autodestruction. Mais pour peut-être présenter un tout petit peu donc Artifice, tout est parti d'un personnage pour créer ce roman. Il y a toujours un point de départ pour les textes qui est presque comme un accident. Alors on peut parler de nécessité, ça peut partir d'une envie de parler d'un sujet ou de parler d'une couleur, mais moi là, en tout cas pour Artifice, c'est parti d'un personnage que j'avais créé pour une nouvelle antérieure, Abel Bach. Et Abel Bach, il m'avait pas foutu la paix, il m'avait pas laissé tranquille. J'avais écrit cette nouvelle d'une quinzaine de pages il y a quelques années, au moment où j'écrivais Gabriel avec ma sœur Anne, et on m'avait fait cette commande, et j'avais créé ce personnage, alors de flic, un flic solitaire qui a comme particularité de collectionner de manière obsessionnelle et maladive les orchidées.
Chez lui, il a un tout petit appartement, mais il y en a partout, sur les rebords, sur le sol. Il leur parle, il les soigne, il les nourrit, il les arrose, comme ses amis, comme des personnes. Et il a d'autres particularités. Il a tout le temps l'impression qu'il a des poux sur la tête. Donc il se fait des lotions anti-poux tout le temps, c'est extrêmement pénible. Je sais ce que c'est, j'ai des enfants. Je sais ce que c'est de faire des lotions anti-poux en permanence. Ça fait partie des voilà. Alors ça dépend. Il y en a changer leur formule. Plus ou moins agréable olfactivement. Donc lui, il a toujours l'impression d'avoir des poux sur la tête, des poux psychologiques. Et c'est aussi quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. C'est un insomniaque. Et pour pallier l'insomnie, il va se promener dans la ville, dans Paris, et c'est un promeneur solitaire. Et ce qui est troublant chez lui, c'est qu'il n'arrive jamais à se perdre. Il connaît tellement la ville, il connaît tellement, il connaît son ombre, il connaît ses pas. Il n'arrive pas à un moment donné à ne plus savoir où il est et qui il est. Au sens métaphorique aussi, alors, au sens Bien sûr. Existentiel. C'est hyper intéressant comme... Lui, il le ressent au premier degré. Littéralement, il n'arrive pas à se perdre. C'est infernal. C'est presque Beckettien. Mais il y a l'idée de, est-ce que nous, on arrive par moment, à lâcher suffisamment pour se perdre? Et en se perdant, peut-être qu'on peut trouver autre chose. Et lâcher sur tous les cadenas, quoi. Tout à fait. Mais, et donc, Artifice commence avec Abel dans sa vie, dans sa routine de tous les jours. Sa colonne vertébrale, c'est son boulot. Il est très bon, il est dans ce qu'il fait, très méticuleux, il lâche rien. Simplement, le roman s'ouvre sur une suspension, littéralement. Il est suspendu de ses fonctions, ce qui est très étrange, parce que c'est un mec qui fait tout sans jamais outrepasser un quelconque règlement. Mais c'est à prendre aussi au sens métaphorique. Le temps est suspendu. Il est en suspension, donc il est rendu à lui-même. Et au même moment, dans Paris, se produisent des phénomènes un petit peu étranges. Des gens s'introduisent dans des musées de façon illégale, sans le consentement des instances muséales, et font des happenings, /performance, /mise en scène. Ils n'abîment pas les choses, ils ne volent rien. Mais ils revendiquent quelque chose de particulier. Et puis surtout, ils prennent l'espace de force et ils créent des tableaux vivants d'une certaine manière. Justement, qu'est-ce qu'ils revendiquent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et Abel Bach, qui est un type qui se fout comme de l'an 40, de l'art contemporain, de l'art moderne, des musées, etc., va être confronté à ça juste par une manchette de journal du Parisien, et il va avoir l'impression que ça l'appelle lui, que ça le vise. C'est sa mission. En tout cas, que ça s'adresse à lui. Donc tout l'enjeu est d'essayer de comprendre et de suivre Abel. Parce que je sais pas vous, mais les personnages, ils sont à partir du moment où on les crée, on les compose, on les écrit, ils prennent vie et ils s'échappent de nous. Et ils ont des vies indépendantes. C'est comme si après ils nous montraient le chemin et nous on ne fait que les suivre. En tant qu'auteur, on ne fait que suivre les personnages. Alors, ça, à propos de ça, juste par rapport aux gens qui nous écoutent, c'est hyper intéressant ce que tu évoques, c'est que, il peut y avoir une petite mystification autour de le personnage m'a échappé ou les personnages m'échappent. Je pense que c'est très juste, mais je pense aussi qu'il faut remettre un petit peu la responsabilité du côté de l'auteur qui a envie que quelque chose lui échappe et un petit peu peut-être justement de dire j'ai besoin de courir après quelque chose auquel j'ai donné vie, quoi. Peut-être comme pour un peu atténuer la force démiurgique de l'écriture, mais ça m'échappe lui aussi, il a sa puissance, et puis je ne suis qu'un impuissant. Finalement, je suis pas... C'est tellement puissant de créer une intrigue, et de créer une atmosphère, et de créer des personnages, que de restituer cette puissance, de la rendre un petit peu à ce qui n'existe pas, c'est aussi la modestie requise pour continuer à avancer dans cette tâche qui est quand même assez folle. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier ? Oui, il y a quelque chose de fort dans ton livre aussi, Claire, ça y est, oui, on le voit bien, que en fait ton personnage, alors bien sûr il y a le feu de la création et le feu de l'écriture, mais aussi ce personnage qui est dévoré par aussi par le désir et par l'obsession, l'amour, ces personnages au pluriel, et donc d'ailleurs j'aime beaucoup le nom de ton personnage, Abel Bach, donc BAC. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu comme certains romanciers savent bien le faire, Echnoz ou d'autres, de trouver vraiment les patronymes, vraiment les noms des personnages qui donnent quelque chose de mystérieux oui, il y a quelque chose en tout cas de dévorant chez ces personnages, peut-être comme l'auteur va être dévoré aussi par, c'est ce qu'on disait, les personnages qu'il a lui-même créés, un peu ces créatures monstrueuses, mais
il y a quelque chose souvent dans tes livres, ce que j'ai lu, qui est vraiment de l'ordre, oui, de l'obsession, de la hantise. Enfin, je ne sais pas comment tu vois ça. Alors oui, pour reprendre ce que vous dites tous les deux, je vois ce que tu veux dire, Clarisse, je comprends tout à fait. Je dirais qu'on est toujours maître à bord du paquebot qui est peut-être en train de couler, mais on est toujours maître à bord sur une forme, oui, de puissance démiurgique, de schéma narratif, de construction d'un monde. Et il ne faut pas se leurrer sur le fait que on est les yeux et les oreilles de ce monde-là, on décide de tout, on a choix de vie et de mort sur absolument tout ce qu'on crée. Mais moi, j'ai quand même observé que à partir du moment où on a créé cette galerie de personnages qui vont s'entrechoquer, qui vont peut-être s'aimer, peut-être se faire du mal ou se détruire, il y a quand même quelque chose qui échappe. Mais tout comme dans la vie, on est soi-même un certain nombre de personnages que l'on sort selon les situations, et on finit par voilà, être dépassé par il y a le moi professionnel dans un moment de comme ça de sobriété parce qu'il faut paraître à son avantage. Il y a le moi amoureux, il y a le moi amical, il y a le moi exubérant, le moi exubérant quand on a trop bu. Donc là je me tourne vers mon verre de vin, voilà, et je vous chill. Mais elle l'a pas trop bu. Non, pas du tout, non, j'étais sage. Mais de la même manière, il y a un moment donné où ces choses-là vivent sans notre contrôle. Et j'ai l'impression que quand on crée des personnages, ce qui est assez beau, c'est qu'à un moment donné, ils nous chuchotent à l'oreille ce qu'ils ont envie, eux, de devenir. On ne peut pas complètement contrôler ça. Et c'est pour ça aussi que dans certains de nos textes, on a créé des personnages et ils continuent à nous hanter après dans la vie. Et parfois, ils nous disent... Tu n'as pas fini avec moi, il faut me reprendre. Ou par moment, c'est on a fait un chemin ensemble et maintenant on peut se dire adieu, quoi. Et ça c'est derrière. Et c'est presque comme des amis ou des amours. Alors après, c'est des vies peut-être, potentielles. Pour reprendre l'expression justement du très beau livre de Camille de Toledo, Vie potentielle, que j'ai adoré. Je pense que ce qui nous unit tous aussi, notre spécificité, c'est qu'on aimerait tous vivre plein de choses et qu'on sait que par définition, la vie, c'est plutôt quelque chose de restrictif. À chaque fois qu'on avance, on réduit le chemin. Puisqu'à chaque fois qu'on avance, on fait un choix et décider, c'est tuer. Donc, je pourrais pas vraiment vivre cette histoire d'amour et je pourrais pas non plus être ça et ça. D'ailleurs, je ne peux pas me démultiplier, être à 2 endroits en même temps. Et avec les caractéristiques psychiques, c'est un peu la même chose. On aimerait bien avoir toutes ces facettes et leur rendre hommage dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, mais on sait qu'on peut pas. Et créer... Mais du coup, toi, tu penses que notre investissement sur les personnages, c'est de vivre toutes ces vies en même temps, à laquelle par notre vie réelle, on a fermé des portes. Moi, je trouve que c'est intéressant comme idée. Ouais, il y a ça, et il y a aussi l'idée de conjurer le sort. Dans mon cas, par exemple, un livre que j'ai écrit dont je suis pas du tout fière, qui s'appelle Casse-gueule, dont j'aimais énormément le thème, et je l'aime encore énormément. Peut-être que je le reprendrai, c'est sur le visage, la défiguration, l'identité, mais je l'ai mal mené, je l'ai mal construit, et je l'ai écrit trop vite. Mais tu l'aimes quand même. J'aime pas le roman, j'aime le thème, j'aime l'héroïne, j'aime toutes les pièces séparées, mais j'aime pas le tout. Mais par contre, je sais qu'il y a un personnage dedans, qui est la mère, et elle est tellement dure, cassante, narcissique, orgueilleuse. Et après coup, je me suis dit, mais d'où elle me sort celle-là? C'est pas ma mère, c'est personne que je connais. Par contre, je me suis dit, c'est peut-être moi, ce que j'aurais peur de devenir si j'étais mère, je ne suis pas encore, et je me suis dit, j'ai tellement peur d'être une mère incapable d'aimer sa fille, ou d'être jalouse de sa fille, ou de vouloir que sa fille soit à la fois aussi belle qu'elle, mais pas plus belle, et puis aussi intelligente, mais pas plus intelligente, et c'est tellement horrible, mais ça se voit très souvent, ces schémas-là, mère-fille, père-fils, ou oui, mon chéri réussit, enfin, pas plus que moi, quand même. Et du coup, j'ai conjuré. Tu perçois ça, parce que c'est assez rare, quand même, ce rapport de compétition entre un parent et son enfant. Moi, je trouve, pas dans mon cas, mais je trouve que c'est assez fréquent. Je sais pas, Olivier, ce que t'en penses de la compétition. On fait une psychanalyse à 3. On est en train de faire l'ambiguïté. C'est fou, c'est vrai le nombre de vies qu'on traverse avec les personnages, que ce soit des vies qu'on a, des vies qu'on a eues, des vies qu'on n'a pas, des vies que. Mais il y a une sorte de magnifique aussi multiplicité dans les... Moi, j'ai toujours eu du mal à répondre à la question quel est votre auteur favori ou votre livre qui va... Je sais qu'il y a vraiment un panthéon vraiment polythéiste de plein d'auteurs et beaucoup de poètes, des romanciers, mais en tout cas
des auteurs très différents et j'aurais du mal à dire il y a un livre. C'est cette multiplicité de vies différentes qui nous habite grâce au livre, c'est ça qui est beau, plutôt que d'un truc qui serait d'aller chercher du côté de l'essence qu'on découvre. Je pense que c'est plutôt au contraire quelque chose qui va vers l'extérieur et d'une multiplicité de vies auxquelles on a accès par l'écriture et a fortiori, mais par la lecture déjà, ne serait-ce que de découvrir autant d'existences. Quand j'étais enfant, j'allais à la bibliothèque, je prenais des livres sur les Cheyennes, je crois que j'ai des origines Cheyennes, et en fait, je lisais ces livres et j'ai l'impression de vivre d'autres vies, quoi. C'est extraordinaire, extraordinaire, ouais. Mais enfin, je te rejoins en ça. C'est une question qu'on pose souvent dans des contextes de rencontres ou de salons, etc. Quel est votre livre favori? C'est impossible. En fait, c'est comme si on était dans figé, exactement. Ouais. C'est figé. Ouais. Or, heureusement, moi j'ai toujours l'impression que j'ai adoré les 3 derniers livres que j'ai lus dans l'année, enfin s'ils m'ont plu vraiment, et je suis complètement tendue vers celui que je vais lire. Alors bien sûr qu'on peut essayer de réfléchir à des livres qui nous ont absolument marqués, traversés, métamorphosés peut-être, et qui sont toujours là et qu'on reprend, etc. Mais ouais, quelle tristesse d'avoir une sorte de diktat d'Oukas de voilà mes 3 auteurs favoris. Non, moi j'ai l'impression que quand un livre me plaît, et je pense au dernier livre que j'ai pu lire par hasard, j'ai brûlé autant, j'ai pleuré et j'ai vécu autant que pour des livres qui sont des livres phares. Et donc c'est l'idée voilà, d'un espèce de chemin en construction, et je pense que ça vaut autant que en tant que lecteur, autant que en tant que auteur. Oui, et puis c'est ça, c'est très juste ce que tu dis. Puis il nous accompagne à toutes les étapes, à toutes les époques de nos vies. Donc moi, chaque livre, je l'associe à un souvenir. C'est très fort, c'est une expérience de vie, de lecture. Bah, c'était dans le métro, dans un festival, dans un voyage. Tu sais où tu étais quand tu l'as lu. C'est fou, hein. Souvent, des livres très 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 forts. Ouais, exactement. Et je peux raconter une petite anecdote assez qui pourrait, qui est un petit peu existentielle. C'est que là, à 32 ans seulement, je me suis rendu compte. Hier, j'étais dans mon salon, je regardais la bibliothèque avec les livres, et il y avait plein de types et de femmes, mais surtout des types, parce qu'il y a quand même plus de livres écrits par des hommes au XXIe siècle. Et il y avait Arthur Koestler et toutes ses aventures, il y avait Dos Passos, il y avait Kafka. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été frappée, mais un peu comme une épiphanie. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même que un jour quelqu'un s'est retrouvé seul quelque part et a voulu écrire, a voulu marquer sa vision du monde à un moment T. Et là, à Auvers-sur-Oise, dans mon petit salon, j'étais en mode jeu comate sur mon canapé. J'hésitais entre méditer et puis, je sais pas, n'importe quoi, rien faire. Et je regardais ces livres. Et juste regarder les livres, je me disais, mais c'est incroyable. Il y a eu à un moment quelque chose qui s'appelle, l'imprimerie. Mais avant l'imprimerie, la spécificité d'humain qui a pu inventer l'écriture et se dire, là, ce que je pense, ce que j'observe, ce que je ressens, je vais l'écrire. À un moment, dans un espace-temps qui n'a rien à voir avec l'espace-temps où d'autres vont le recevoir. Ça m'a complètement frappée et je voulais partager ça parce que c'est un petit peu aussi tous les 3 ce qu'on continue à faire jouer, ce qui continue à nous stupéfier aussi. Mais non, mais c'est très juste ce que tu dis, et pour le coup, ce qui est intéressant si on regarde, pour le dire rapidement, l'histoire de la littérature, c'est que la notion d'auteur est très tardive. Pendant très longtemps, il peut y avoir des ouvrages qui sont collectifs ou non, mais on a très peu de témoignages de cela. Je pense à, alors, mettons la Bible de côté, qui est, voilà, la Bible, enfin, biblos, ça veut dire le livre, hein, c'est vraiment la référence. Après, prenons même la littérature médiévale, etc. Pendant très longtemps, la notion d'auteur n'existe absolument pas, n'a aucun intérêt. Et je trouve que ça fait réfléchir au bon endroit aujourd'hui. C'est cet effacement absolu de qui se cache derrière, de son intention, de ce que nous 3 on met dans nos livres. À la limite, peu importe. La seule chose qui existe, c'est ce matériau qui a été livré et qui va permettre à d'autres gens de s'en emparer. La notion d'auteur, mais comme la notion d'ailleurs de roman, non mais même de peintre en peinture, l'idée que il y a une sorte de créateur à connaître, à sublimer, à adorer, etc. C'est hyper tardif. À l'origine, ce qui est intéressant, c'est ce que la personne transmet et donne. C'est chamanique ce que tu dis, c'est vraiment la modestie de l'artiste ne devrait être qu'un canal et pour toucher via son œuvre, pour toucher une émotion universelle et la transmettre, mais il devrait se faire tout petit derrière ce que lui transmet comme un canal un peu. Disons que lui, c'est pas le sujet. Tout simplement. Oui. Aujourd'hui, on survalorise. Et je pense qu'effectivement, si on va dans les polémiques
qui peuvent exister sur ah c'est difficile de séparer l'œuvre de l'auteur, et là on pense tous hein. Alors dans le désordre il y a Polanski, il y a Céline, voilà, on en a tous plein en tête, mais si on revient à l'origine effectivement l'auteur n'est même pas connu du public. Si vous prenez les romans médiévaux, je sais pas moi, le roman de Renard, que sais-je, c'est un anonymat complet. Ce qui nous reste, c'est uniquement, voilà, ce qui a été construit, c'est l'histoire qui a été décidée. On est parti très très loin du feu. C'est pas grave. Pas comme ça. Non, regarde. Attendez, non, voilà, le feu est là. Mince. Voilà. Oui, voilà, le feu est là. Voilà, le feu est là. Mais je pense qu'il faut revenir tout simplement à cette idée-là aussi. Le feu, c'est peut-être le feu de l'ego aussi qui a besoin de... qui a besoin d'être éteint, en fait. Voilà, l'ego dans le milieu littéraire. Est-ce qu'on peut éteindre à jamais ce feu-là? Voilà, l'ego de tout le monde, en fait. Est-ce qu'on peut juste se reconcentrer hyper intéressante sur l'essentiel? Et justement, quand on pense à l'ego, de nos jours, on pense énormément à ce qu'on a tendance à entendre, toutes les, les options, c'est moche comme terme, mais les options bouddhistes et beaucoup de voies spirituelles qui vont encourager à justement dissoudre l'ego, ou en tout cas, plutôt le mater, parce que le dissoudre c'est impossible, mais le mater, le dompter et ne pas le faire, prendre les commandes de nos vies. Et est-ce que quand on écrit, on se situe comment par rapport à l'ego? Est-ce qu'on est tout petit devant ce feu flamboyant qu'on a envie de faire rugir, ou est-ce qu'au contraire on essaye de faire advenir autre chose que l'ego? Mais il y a quand même une grande partie, je sais pas ce qu'on... Oh oui, non, c'est... Alors après, il y a 1000 niveaux dans ce questionnement-là. Il y a littéralement l'expérience de l'écriture. L'expérience. Moi, quand vous m'avez proposé cette thématique du feu, ça m'a fait penser à cette expérience sensible, physique, qui est que quand on écrit un livre, un texte, un roman, alors ça va être beaucoup de travail, il va y avoir 200, 300, 400 pages, il y a 80% du temps où on est dans l'artisanat, on est dans remettre le travail sur le métier avec énormément de consternation sur tout ce qui a à couper, sur tout ce qui est problématique, avec cette difficulté palpable de ne pas réussir à faire entendre cette musique qu'on a dans l'oreille et qu'on n'arrive pas à rendre. Et il y a des moments où c'est la transe et c'est le feu. La fulgurance. Mais là je parle pas forcément du résultat, et après c'est les goûts et les couleurs, ou après c'est l'état dans lequel met l'écriture par moment dans tout un projet. C'est pas du tout le temps, mais il y a des moments où tout d'un coup il y a une telle adéquation entre les personnages qu'on est en train de manipuler, parce que c'est quand même une manipulation, entre l'écriture qui coule, qui est fluide, entre la musique qu'on a dans la tête. Il y a des moments où littéralement c'est le feu. Et c'est un truc personnellement que moi j'ai pas ressenti ni avec de l'alcool, ni avec de la drogue, ni avec du sexe, ni avec rien. Enfin, il y a un moment donné où il y a une adéquation. Il y a un truc magique, quoi. Il y a un truc magique qui est absolument brûlant. Et ça peut être sur 10 lignes, 15 lignes, peut-être qu'on gardera même pas. Mais il y a un moment donné où je suis absolument à l'endroit où il faut que je sois. Où je me dois d'être. Pour survivre à tout ça, à toute cette chienlit qu'on gère. Là encore, ça m'inspire un truc hyper chamanique, hein, je trouve, dans ce que tu dis. Je sais pas, toi, Olivier, il y a une énergie. Là, ce que tu as l'air de développer. C'est de l'énergie, quelque chose de brut et qui transfigure tout le reste, et qui est là où il se doit d'être, et qui fait apparaître les choses. C'est le feu nécessaire et salutaire qui se manifeste. Mais c'est littéralement physique. Il y a un moment donné où c'est un alignement, ça t'embrase. Et ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que l'écriture sera sublime ou juste. Peut-être que tu vas pas le garder. C'est juste, à un moment donné, c'est la nécessité atteint son point le plus chaud. Le kairos aussi, un peu. Exactement. Le kairos. C'est exactement ça. Et donc, quand vous avez proposé ce thème du feu, c'est vrai que ça m'a fait aussi penser littéralement à cette expérience physique. Mais je pense qu'on peut retrouver peut-être chez les grands sportifs, dans plein d'autres disciplines, où il y a un moment donné, moi j'ai une copine qui faisait énormément de yoga, et elle m'a une pratique comme ça de plusieurs heures par jour. Moi, je suis malheureusement pas très sportive, j'y connais rien, mais elle dit à un moment donné, la pratique est telle que c'est une boule de feu qui te traverse. Intéressant. On reprend toujours cette même image, mais qui est juste une image.
Et pourquoi est-ce qu'on prend l'image du feu pour parler de la transcendance en écriture, ou pour parler d'atteindre un certain palier ou un sommet dans le sport, ou que sais-je, ou même dans la danse, enfin. En fait, on devrait danser. On devrait danser tous les trois et on atteindrait le... Mais même dans la respiration, dans le pranayama, dans beaucoup de pratiques toutes simples, même au plus bas de ce qu'on... Pas besoin de s'ébrouer tellement finalement. Parfois même dans des choses toutes simples, quand on les fait avec une concentration ultime, on atteint ce feu, ce flamboiement. Parce qu'il y a quelque chose qui est, tu disais la transcendance du feu, mais parce que justement, qui nous dépasse. D'abord, ça nous dévore, après ça nous dépasse, et puis ça nous comble. Et toute l'idée, c'est un petit peu de ça, de ce qui a existé, de ce qui a brûlé à ce moment-là, va passer dans le texte et aller vers le lecteur. Ouais, c'est ça, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle des cendres aussi. Il y a tellement de sujets. Des braises, des cendres. Parce que enfin, je ne sais pas vous, mais il y a plusieurs exercices d'écriture. On écrit parfois pour soi, pour se soulager. Ça peut être le journal intime, ça peut être même la lettre à quelqu'un d'autre, qui n'a pas tout de suite une visée vers un autre. Ouais. Le roman, le texte, la construction, le lecteur est toujours là. Il est là dès le début, il est là quand on fomente le projet qu'on a envie de mettre en place, et donc il y a cette idée de tension vers l'autre, qui est aussi une forme de... pour moi, de flamèche, Flamèche, c'est un beau mot ça, j'adore ce mot, flamèche. Oui, non, ça me parle beaucoup ça, et j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Il y a aussi quelque chose de... Oh, ça va, tu peux descendre. Je te voulais en contre-plongée. Non, mais ça va, c'est très bien. Non, mais je suis d'accord avec l'aspect, en fait, de feu qui, effectivement, est à la source de la création. Donc, on parle beaucoup du processus. Claire, tu parles beaucoup du processus de création. Cet aspect incandescent qui est effectivement très palpable dans tes textes et qui est très, très beau à lire. Effectivement, ce feu que tu vas transmettre au lecteur. Et dans un de tes livres, c'est Bellevue, il y a cette phrase que j'avais notée, qui est une citation de Verlaine. Tu parles de solennité dolente. Et donc, je trouve que ça correspond bien à ton écriture, à la fois l'aspect alors, solennité, c'est le style, en fait, aussi, c'est le style, et dolente, finalement, l'émotion, la douleur, le feu. Et comme tu dis, ensuite, il faut le transmettre. C'est-à-dire que souvent, on imagine, là, on va être inspiré par, dans l'enthousiasme, effectivement, divin, on est porté par quelque chose. Alors, c'est effectivement peut-être nécessaire, mais c'est souvent insuffisant pour ensuite arriver à un texte et partager cette émotion et un texte. Et donc après, il y a tout l'aspect du style. Alors la solennité, je ne sais pas, mais en tout cas dans le sens de style, de l'écriture, de la beauté de l'écriture. Et ça, effectivement, c'est un travail qui transforme le feu en comme on sculpte le verre, ou alors après, on peut utiliser la métaphore qu'on veut, les cendres, les braises, mais il y a effectivement cette idée de mettre en forme ce feu aussi. Et ça, c'est intéressant. C'est pas l'idée d'auteur d'être forcément moi l'auteur. On peut être moi, j'aime beaucoup les poètes très sacrés comme ça, où effectivement l'auteur s'efface, c'est un truc complètement cosmique. Mais il y a l'idée de mettre en forme aussi ce feu. Et je trouve ça assez fascinant. C'est effectivement ce qui est le plus dur dans l'écriture, parce qu'en fait, c'est des périodes souvent difficile, souvent acharné, souvent parfois même extrêmement épuisante, parce qu'on va chercher justement avec ce feu qu'on joue avec ces affects extrêmement difficiles, mais on met en forme ce feu, et c'est ça qui est beau, je trouve, c'est d'en faire quelque chose. Et c'est ce que tu réussis très bien dans tes livres, mais de transformer ce feu en une parole qui va être donnée à quelqu'un. Mais sans se brûler ou en acceptant... Je pense que tu te brûles, non, en faisant ça un petit peu, en partie, oui, non, mais un petit peu. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, parce que cette mise en forme du feu, moi j'adore l'image, il faut mettre en forme le feu. C'est dur, parce feu, que, forme du feu. En fait, oui, comment on maîtrise cela, comment on l'éduque, mais comme l'amour, comme la mort, en fait, on peut rien mettre en forme. On appréhende, mais on n'arrive pas vraiment à capturer, on n'arrive pas. Oui, c'est ça, l'idée de la capture du feu. Mais pour le coup, là où c'est très juste comme image, c'est que il y a, et ça revient sur cette histoire d'ego, il y a cette transcendance, il y a cette volonté de mettre quelque chose en forme, de transmettre une histoire, de mettre une situation. Mais in fine, il y a toujours le lecteur, et c'est là où il faut mettre en forme le feu. On n'est pas là, il ne s'agit pas de se faire plaisir, il ne s'agit pas parce que dans d'autres textes, de journaux, machin, on peut juste déverser parce que c'est thérapeutique. Il faut le que roman, ce feu réchauffe, c'est une tension. que ce feu réchauffe la personne qui est...
Exactement. En tout cas, l'allume. L'allume, ouais. exactement. On n'a pas osé Incendie. citer Non, mais- Jenny, mais oui. Il y a différents. Oui. On peut mettre le feu à la maison, on peut faire un petit coin de cheminée. Après, ça dépend des auteurs. Non, mais c'est vrai On qu'il est y a sur- cette On est ambivalence. sur Johnny Hallyday. On est sur On est, Johnny, là. on est sur allumer le feu. Parlons de Johnny un petit On peu. peut. C'est Je crois essentiel. qu'on va plutôt parler d'un invité qu'on Oui, aimerait alors beaucoup on a un autre convier. invité qui lui-même est igné, c'est-à-dire Igné, porté ouais, par le voilà, feu moi, incandescent, incendiaire lui aussi, qui est Nicolas Houguet. Et Nicolas est notre invité. Est-ce que ça va marcher? Attends. Bah, Nicolas, il est quelle heure? Ah. Ouais, c'est bon, super! Et voilà. On est trop contents de te voir, Nicolas. Faut porter par le feu, ouais. L'introduction est super impressionnante. Alors oui, enfin pour continuer, on est tous portés par le feu, d'autant plus que j'ai harcelé Olivier quand j'ai su que la rencontre avait lieu, en lui hurlant je l'aime, dis-lui que je l'aime et tout ça, et puis il m'a dit bah tu vas lui dire toi-même. Donc voilà, je le dis publiquement, c'est une humiliation totale. Et, Pas du tout. Jamais une humiliation. C'est toujours beau là. C'est une audace totale. c'est magnifique, c'est magnifique. Et du coup, bah, Tu peux me le dire à moi si tu veux aussi. je t'aime, Olivier. Je t'aime, Clarisse. J'aime tout le monde. Jaloux, ça y est. C'est tout. Et du coup, j'ai lu Artifice hier, histoire d'avoir des choses intéressantes à dire. Et ce qui m'a frappé, c'est que d'un roman à l'autre, tu changes complètement de voix. C'est-à-dire que dans Rien n'est noir, on avait vraiment la voix de Frida Kahlo. On était à l'intérieur de la voix de Frida Kahlo. Et là, avec Abel, on se retrouve dans un corps presque cadenassé dans sa vie et perdu dans sa vie. Et comment tu incarnes ces personnages? Comment ils apparaissent, ces personnages, en fait? Parce que on a une impression presque d'empathie totale ou d'alchimie totale avec eux. Et d'un seul coup, c'est le personnage qui dicte l'esthétique, en fait. Et je voulais que tu parles un peu de ça, ouais. Écoute, déjà, je suis ravie de te voir. Moi aussi, je t'aime. Écoute, oui, quand je vais vers un nouveau livre, quand je réfléchis à un sujet, il peut y avoir, voilà, différents accidents et différentes nécessités qui se mettent sur la table, et je vais à l'endroit où je peux absolument faire corps. Il faut que je puisse être absolument dans le corps, dans la tête, dans les émotions, dans les doigts, dans la bouche, dans le sexe de chacun des personnages que je vais mettre en situation, que je vais mettre à la vie, même s'ils sont bienveillants ou néfastes, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut que je puisse absolument être dans leur corps. Sinon, je sais que je vais manquer une vérité de cette transe d'écriture dont on parlait tout à l'heure, même s'il y a tout un côté artisanal et de fabrication qui est absolument réel, qui n'est pas une dépossession du corps, où on sait, voilà, c'est un travail, la construction d'un roman, c'est de la technique, c'est du rabotage, voilà, on est dans vraiment du pur artisanat. Mais il y a un moment donné, il faut absolument pouvoir, et quand j'ai fait Rien n'est noir sur Frida Kahlo, je sais que j'ai décidé de le faire parce que j'étais Frida à ce moment-là, parce que j'étais absolument en elle et que je pouvais parler à l'intérieur d'elle. Dans Artifice, j'avais envie d'être dans cet homme, j'avais envie de changer de sexe, j'avais envie de pouvoir être, voilà, aussi me déplacer, moi, de ce que je connais, et d'être cet homme. Et tu as absolument raison, totalement cadenassé, fragile, fragilisé, littéralement inadapté à ce qui se passe autour de lui, et qui essaye de s'adapter jusqu'au moment où on le suspend, et donc on le renvoie à son inadaptation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est l'idée de bascule qui, je crois, se retrouve dans beaucoup de mes textes, que ce soit Bellevue qu'Olivier évoquait, que ce soit dans Rien n'est noir, mais même dans Gabriel avec ma sœur Anne, ou dans Artifice. Moi, c'est ça qui m'interroge et qui m'interrogera, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi est-ce que tout un chacun, à n'importe quelle seconde, on peut basculer irrémédiablement? Et pour moi, c'est absolument le cœur du travail littéraire.
Oui, parce que d'un livre à l'autre, tu as le langage qui se métamorphose et qui bascule en fait en fonction du personnage. C'est là où on rejoint la thématique du feu des mots, c'est que le feu des mots ne peut briller que si le langage change en fonction du roman. Mais tu as raison, mais même de façon très concrète, dans Artifice, il y a Abel Bach au centre, qui est mon amour à ce moment-là. Moi, j'aime mes personnages. Donc, il y a Abel Bach. Et il est entouré Oui, d'autres de ces personnages, femmes baroques, puissantes. Il y a Qui son lui- ancienne sa collègue, qui elle est hyper terrienne, qui est ancrée dans le réel, qui est logique. Il y a sa voisine, qui elle est aérienne, qui est loufoque, qui est Madame Sans-Gêne. Au moment où j'écris, ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui écrit, et tu le sais, puisque toi-même, tu as écrit, tu écris des livres, il y a toujours cette question hyper technique de est-ce que j'y vais au jeu? Est-ce que j'y vais à la troisième personne? Où est le narrateur? Je pense que c'est une question essentielle à se poser. À quel endroit je me trouve de ce qu'il se passe? Mais la vérité, c'est que même si on choisit la troisième personne, même si on choisit le recul par rapport au corps des personnages, on est littéralement en eux, même à la troisième personne. Et donc, dans Artifice, que je passe de la voisine Elsa, aérienne et sans gêne, ou à Camille, je suis dans leur voix. Elles ne parlent pas de la même manière. Elles n'ont pas les mêmes références, elles n'ont pas la même langue. Et je pense que là, c'est une des clés aussi pour s'oublier totalement soi-même de ses névroses, même si on met toutes nos névroses dans nos textes, hein, on est tous d'accord là-dessus. Bon, mais il faut complètement incarner cette autre voix. On dit les choses différemment. Alors très concrètement, moi, Camille Pierrat dans mon texte, elle a une langue comme ça, un peu de poissonnière débridée. Oui, Elle parle cru. Elle aime pas qu'on la bullshit. Elle aime pas qu'on lui raconte des conneries. Elle a envie de dire là-dessus dans les toilettes du cul. Prends un avocat. Pourquoi t'es suspendu? Puis on a de l'autre côté, on a Elsa, qui est d'une fée, qui flotte au-dessus de la masse. Mais elle a peut-être le privilège aussi de ça, que Camille, elle n'a pas ce privilège peut-être de flotter au-dessus de l'espace. Et il faut effectivement complètement investir, mais ça vient, et tu pourrais nous dire aussi ton expérience d'auteur, ça vient, je pense, naturellement quand on met les personnages à table. Ils nous parlent d'une certaine voix, et il faut absolument pas se brider là-dessus, même si, et on est tous d'accord aussi avec ça, notre propre voix est dans tous les personnages. Et oui, mais paradoxalement, notre propre voix est davantage la nôtre quand on parle à la troisième personne que quand on parle à la première. Je crois qu'il y a une libération à emprunter la peau des personnages, justement. je suis d'accord avec toi, je pense que quand on parle de soi, que ce soit révélé ou camouflé, il vaut mieux passer par la troisième personne, mais même pas juste pour se protéger, c'est parce que ça donne la distance nécessaire pour créer une voix intéressante. Il y a des moments dans un texte où la brutalité du jeu prend tout son sens. Je pense aussi. Et parfois, il faut slalomer entre ces distances-là. Mais je pense que ça s'impose pour chaque texte. C'est pas forcément la... Voilà, c'est... Je sais que moi, mes tout premiers romans, alors là, qui sont archi confidentiels, que personne n'a jamais lus, qui sont sortis il y a 10 ans chez Léo Cher, je me souviens de mon tout premier roman, je passais dans la même page du jeu au il, au nous, au on, tout le temps. Bon, donc là, j'étais... voilà, j'avais 25 ans, voilà, il n'y avait rien qui était cadré, mais ça disait déjà cette fébrilité de où se place le narrateur quand il parle. Et c'est une question qu'on peut se poser littéralement quand on écrit des livres, mais aussi quand on vit, parce qu'on se raconte. Oui, Nicolas, je suis complètement d'accord avec tout ce qui est dit et c'est intéressant, mais je pense que le il effectivement est une autre façon, pardon, de dire je, ou elle hein, est une façon de dire je, et que c'est une manière de se raconter. Aussi la troisième personne et elle est intéressante comme tu dis Claire parce qu'il y a une sorte de distance presque inhérente qui fait que parfois on peut se raconter à la troisième personne. Ouais, je crois beaucoup à ça. Clarisse, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense même que l'instinct qui porte, je pense que il y a un instinct qui fait que le il, le elle, le yel, le nous, le vous ne sont que des déguisements ou des masques.
parce que finalement, la pudeur, la distance, le mystère, on les met un peu ailleurs. Et par exemple, je me rends compte de quelque chose, c'est que parfois, à titre personnel, j'ai moins de pudeur à dire, à me mettre toute nue, même physiquement, ou à parler de mes histoires de cul, que je vais en avoir à dire si je crois en Dieu ou pas, et ce que Dieu représente pour moi, ou ce que Dieu représente pour elle ou pour lui, dans la peau duquel je vais me glisser. Mais en fait, je sais pas si tu es d'accord, Nicolas, mais je pense aussi qu'on a figé beaucoup de lignes et de carcans autour de qu'est-ce qui est de l'ordre du sacré, de l'ordre de l'intime et même tout simplement du personnel à travers des intitulés et des étiquettes qui sont des pronoms ou qui sont des professions ou qui sont des casquettes sociales. Alors que l'écrivain, la chance qu'il a, le pouvoir qu'il a, c'est de pouvoir justement se ressaisir de ce qui pour lui est le véritable sacré à l'intérieur de lui, quoi, son feu sacré. Ah, j'ai réussi à recaser la thématique du soir. Si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait. J'en doute pas. Mais oui, je suis vraiment d'accord avec ça parce que, en fait, le rôle de l'écrivain, c'est de balayer les digues et de balayer les genres. Dans une société qui a tendance à tout classer et tout, le feu des mots, c'est justement de balayer l'ordre et d'en créer un autre, de créer celui de la création, de créer l'espace de la création, en fait. Parce qu'on oublie souvent que d'écrire, c'est d'être libre. Et j'ai un voisin qui utilise sa perceuse à cette heure-là, c'est très On l'entend pas, D'accord. Je pensais que tu cherchais que l'autre. Non, c'est... Utilise le feu. Le feu régénérateur. Tu me fais peur, Olivier. Mais tu sais que c'est vrai, en plus c'est en lien avec aussi toi ce que tu peux écrire et notamment dans ton roman L'Albatros où il y a cette dimension de trans dont parlait Claire tout à l'heure, c'est un moment ce feu qui te dépasse, qui est celui de l'art, de l'émotion esthétique, de la musique, c'est ça, c'est celui auquel oui, c'est celui auquel le personnage d'Abel se confronte en fait quand il découvre l'art, il découvre ce que c'est de s'abandonner en fait. Et quelque part, il y a quelque chose dans de l'écriture de très destructeur et dangereux dans ces performances artistiques dans ce roman Artifice. Donc il y a non mais je veux dire il y a cette dimension là de dévastatrice aussi du feu et créatrice aussi, récréatrice ou les deux, je ne sais pas. Je voudrais dire un truc par rapport à Nicolas, en fait, mais je sais peut-être qu'il va détester, mais pour avoir lu une grande partie de ce qui va être son prochain livre, qui est magnifique, une sorte justement de poème flamboyant, je dirais, Nicolas, je ne sais pas si tu es d'accord, que tu es plutôt du côté des ruines et des cendres, ce que je trouve vraiment magnifique, t'es d'accord? Enfin, en tout cas, dans ce poème que tu es en train de ce livre poétique incroyable, qui est très incandescent, moi j'ai senti toute l'esthétique un peu comme, j'allais dire ruines et paysages de Diderot, mais on m'a forcé à dire ça, je n'ai pas dû vraiment le lire, mais j'adore le titre. Mais en tout cas, parce que si on parle du feu, on doit aussi parler de toute la chaîne du feu, quoi, jusqu'à ce qu'il recommence. Les cendres sont aussi hyper importantes. Et je vais recaser. Nicolas, tu es un volcan. Tu es ce qui porte le feu aussi, souterrain, c'est-à-dire que... Le gardien du feu aussi. Le feu crée des paysages, le feu crée des montagnes, le feu crée des mondes. C'était pas Nietzsche qui disait qu'il fallait toujours être un volcan, je crois. Ouais. Tu sais comment il a mal fini ensuite. Ouais, mais écoute, tant pis. Ouais, t'as raison. On peut jouer sur un volcan qui danse du chaos par les étoiles. Exactement, voilà. Pour le coup, toi, dans ton livre L'Albatros, l'intéressant, c'est que tu juxtaposais alors l'expérience de l'écriture concrète, puisque tu nous livres ce texte-là, mais tout le fil était sur le rapport à la musique. Et à ce moment de concert et à ce moment d'attente, est-ce que ça va atteindre tout ce que j'ai fantasmé aussi par rapport à cet artiste-là, etc. Et la progression petit à petit du concert qui se déroule. Et donc, d'une certaine manière, tu as juxtaposé
cette idée voilà, de la transe, que ce soit de l'écriture ou, pour moi, du rapport à la musique, qui est indissociable, je pense, de l'expérience de l'écriture. Je ne sais pas ce que tu en Ah oui, penses. je suis entièrement d'accord. Enfin, c'est vraiment, les gens ont souvent une approche de l'écriture, ils s'imaginent que c'est très intellectuel et très réflexif et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment de l'ordre du frisson et de l'ordre de la sensation, du sentiment, de tout ce qui nous échappe en fait. Et par exemple, quand j'avais lu Rien n'est noir, pour moi, c'était la réalité telle qu'elle était transcendée par l'art et par la sensibilité artistique, c'est-à-dire comment tu vas outrepasser la souffrance, comment tu vas outrepasser la passion amoureuse qui peut être absolument destructrice, comment tu peux transcender tout par l'art et que l'art qu'on aime est souvent révélateur de qui on est. Et d'une certaine manière, c'est ce que vit Abel quand il est confronté à ces étranges installations et à ce monde. Et c'est vraiment une veine que tu explores très souvent, en fait, cette manière dont l'art nous révèle et dont l'art nous transcende et dont l'art nous console, en fait. Attends, Et, juste, ces derniers mots ont été. Il y a eu un tout petit peu sur ces derniers mots. Mais d'accord. C'est à cause de moi, Nicolas, c'est désolé, C'est le ouais. téléphone de Clarisse. Ouais. Mais j'ai entendu. Oui, et alors, sans divulgacher trop pour peut-être les gens qui auraient envie de lire Artifice, je pense que la clé, elle est là. Dans le texte, il y a le personnage de Mila, qui est donc une artiste reconnue, contemporaine, qui fait des installations depuis 20 ans. Sa particularité, c'est que personne ne sait qui elle est, qu'elle est anonyme, mais elle est installée dans le milieu de l'art et elle donne à voir ses performances pleines de colère, pleines de signes, pleines de mystères. Ma question, c'est est-ce que le véritable artiste dans le texte, ce n'est pas Abel Bach? Exactement. Et je pense que c'est vraiment ça la clé. Alors, je ne veux pas trop en dire pour les gens qui ont envie de lire le texte, mais je pense que les toutes dernières pages qui donnent une révélation vont dans ce sens-là. Que ce soit le personnage de Mila ou le personnage d'Abel, qui sont les deux personnages centraux du texte, ils essayent de se relever de leurs traumas initiaux. Dans un cas, celui de Mila, il y a une vraie prise en charge démonstrative par la performance artistique, par regardez-moi à la face du monde, regardez ma rage, regardez ma survie, regardez ma colère. La question, c'est est-ce qu'on n'en est pas tous là en permanence, même sans le savoir. Et je pense que c'est ce qui traverse absolument tous les personnages de tous mes textes. Quand chaque jour, on fait des gestes qui semblent n'avoir aucune nécessité, aucune raison, mais on les fait pour leur éphémère beauté une seconde, pour leur drôlerie, pour leur grâce. D'une certaine manière, on crée ces remparts-là à la douleur. Pour supporter la douleur, voilà, oui, c'est ça. Et c'est exactement la même énergie que de créer une chanson, un tableau, un livre, que sais-je, un film. C'est exactement la même chose, mais on le fait tous à notre insu, inconsciemment. C'est ce qui probablement nous diffère en grande partie des animaux, je pense. C'est cette mise à distance de sublimation de notre condition, et on le fait quand on boit un café, on va mettre une jolie tasse et puis on va poser la cuillère, puis on va regarder un petit peu dans le vide et on va tomber sur quelque chose qu'on a accroché au mur. Cette chose va nous faire rire, va nous faire sourire et tout d'un coup, on sort un tout petit peu de notre nécessité primordiale qui est de boire, de manger. Et je voulais revenir à ça parce que je pense que le véritable artiste dans Artifice, c'est Abel Bach. C'est ce qu'il crée en permanence autour de lui, sans aucune démonstration extérieure, sans aucune nécessité d'ego. On en revient à l'ego du milieu littéraire. Oui, on fait des boucles extraordinaires. Et je dirais, pour citer ton artiste préféré derrière Patti Smith, à savoir Johnny, donc on a tous quelque chose en nous de Claire Berès. Exactement. Donc, transmettons notre feu intérieur. Ouais, et effectivement, cette alchimie-là,
T'es en Et puis il y a train de quelque te chose de comme venger tu de dis, tes comme tu dis, messages privés, Olivier Liron. c'est politique. C'est aussi ça de transmuter cette chose-là. Il y a une dimension féministe aussi dans tes textes. On pourra aussi en parler de cet aspect-là. Il y a vraiment le feu est féministe dans tes textes. C'est-à-dire que c'est un feu aussi Pour être féministe, qui ça doit être viril, justement. dépasse ces souffrances. Et alors là, dans dans ces personnages, notamment dans Artifice, Claire, il y a cette chose de du coup, j'ai l'impression que Nicolas, en fait, c'est Claire et que je lui adresse la parole. Mais il peut absolument Que- parler pour moi. que Je tu en suis fait, clair, mais d'ailleurs, vous avez ça aussi cette dimension-là, peut-être justement en commun, de transmuter cette chose-là et d'en faire quelque chose, oui, de beau, de splendide, mais il y a une dimension dans ton personnage, Claire, d'artiste, quelque chose qui va ces performeurs ou cette performeuse aussi être une mise en abîme, être une figure de cet artiste qui défigure et qui reconfigure le monde et qui justement Écoute, parle de cette force-là de l'art. j'ai une observation en tant que nouvelle incarnation de Claire Berest, c'est que Frida Kahlo est l'illustration parfaite de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est que souffrance, qui est cloué à son lit de douleur, et qui va transcender tout ça dans ses peintures. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'elle fascine tellement. Tu as raison. On peut toujours se poser la question. C'est intéressant à quel point Frida Kahlo reste actuelle, moderne et une nécessité pour les gens. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi plus que d'autres artistes de la même époque ou des époques juste qui l'ont suivi? Et il faut revenir à cette radicalité brute. Elle est un corps absolument souffrant. Elle peint comme une démangeaison, pas comme un exercice de projection, de construction carriériste. Il y a cette nécessité première qui transcende absolument et son pays, et son époque, et son origine. Et je pense que ça explique en partie pourquoi elle a une telle résonance aujourd'hui. Et on en est là, dans mes personnages, que ce soit Mila ou Albelbach, c'est exactement le même ressort. Tu as raison. Chaque chose qu'elle ressent dans son corps, elle va le projeter sur la peinture avec une très grande modestie. Après, elle est extrêmement douée, elle transfigure tout, elle nous parle à travers les décennies, à travers la mort, c'est une chose. Mais quand elle le fait, elle est dans une immense humilité de « ça fait trop mal, jetons-le en dehors ». C'est juste ça. Et on en est absolument tous là. Et je pense que c'est pour ça qu'elle ne prend pas une ride, qu'elle nous accompagne. Pour le coup, moi, c'est comme un fantôme qui m'accompagne aussi, Frida Kahlo, tout comme mes personnages. Alors, qu'est-ce que ce serait le feu pour elle? Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir le feu quand c'est trop douloureux. Et Frida, et c'était l'angle de mon roman Rien n'est noir, du coup, elle investit tout sur Diego Rivera, qui est le volcan, pour le coup, qui est l'extérieur. Alors, le monstre sublime, dévorateur, iconoclaste, punk avant l'heure, rock avant l'heure, qui n'a aucune règle et aucun règlement. Et pour le coup, elle, tellement souffrante dans son corps, tellement dans l'impossibilité, va outrepasser sa propre difficulté physique, mais va aussi du coup projeter la lueur, la lumière. Et beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais Diego, ce salaud qui lui a fait tant de choses, mais pourquoi est-ce qu'elle reste? Pourquoi est-ce qu'elle l'aime? C'est là, mais pourquoi est-ce qu'on est attiré par la lumière? Pourquoi est-ce qu'on va s'y brûler? Enfin, c'est un peu comme Dora et Picasso, sauf que Dora n'a pas tellement réussi à supplanter le modèle qu'il a consumé, alors que Frida a réussi. Enfin, l'idée, c'est peut-être pas de supplanter d'ailleurs, mais c'est de se distinguer, de s'arracher, de s'affranchir. Alors que Dora, on a reçu Brigitte Benkemoun à la causerie. Je ne sais pas si tu l'avais écouté, Nicolas. Brigitte Benkemoun, qu'on aime beaucoup et qui a écrit Je suis le carnet de Dora Maar, qui est vraiment génial. Et on a eu l'occasion justement de parler exactement de ça. Et je pense que c'est vrai, il y a des personnalités qui sont en lignité là. Il y a des personnalités qui sont flamboyantes, mais dans le feu, il y a aussi le ravage
pour aller allumer la flamme chez les gens et parfois justement la flamme, la plus belle flamme de l'inspiration et de la création, il y a aussi le revers de la médaille qui est presque dans cet élément-là, contrairement à l'air, à la terre et c'est quoi l'autre? Il y a l'air et l'eau. Le feu. Le feu, contrairement aux autres éléments, quoique l'eau aussi, est capable de porter sa puissance positive et sa puissance négative en même temps, de les porter, enfin de les rendre efficientes en même temps. Alors que les autres sont plus lentes, quoi. La terre, l'air. Mais je dis ça en même temps si on est dans un avion qui se crache. Ou l'eau qui représente la volupté parfois des vacances, mais qui peut aussi noyer 5 enfants qui jouent tranquillement. Enfin voilà, on a complètement changé de sujet. Bah, ah, ben ça y est, j'ai une fleur dans l'oreille. Non. Oui, malheureusement, on va. Non, mais je tiens à citer un poète que j'aime beaucoup, qui est Philippe Jacotet, qui est moins punk, mais que j'aime beaucoup, qui dit qu'à un moment, en substance, la vie, c'est brûler. Il dit vivre si prudent qu'on se veuille, aussi prudent qu'on se veuille, c'est brûler. Et je pense qu'effectivement, à un moment, tu vis, tu brûles, quoi. Sinon, tu ne fais que te protéger, que mettre des moyens de défense et tu cherches à briller peut-être, mais brûler, c'est-à-dire se mettre en danger, que ce soit dans l'écriture ou dans la vie. Il me semble que c'est effectivement quelque chose, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et que sinon c'est une quête qui obsède depuis. C'est-à-dire que à un moment, cette brûlure dont on parlait au départ, voilà, c'est un bon moyen de fermer la boucle. Elle est effectivement constitutive et elle est belle, mais c'est vrai elle arrache et que c'est quelque chose un risque à prendre aussi, cette brûlure, le risque du feu, hein, n'est-ce pas, Claire? Non, mais disons, pour conclure, moi, quand Clarisse et Olivier m'ont invité avec ce thème du feu des mots, ça m'a tout de suite fait penser à une phrase qui m'accompagne absolument depuis que je suis enfant et qui, pour moi, permet d'expliquer sans expliquer le mystère absolu de l'écriture, que l'on soit en train d'écrire ou en train de lire. C'est une phrase que j'ai lue dans un tout petit texte. Alors, c'était une pièce de Racine. Je pense que c'était Bajazet ou Mithridate, je sais plus. Les petites. Non, mais ça traînait dans la bibliothèque. C'était les petits opus pour les collèges et les lycées, avec une sorte d'appareil pédagogique autour. Et il se trouve que, donc avec un petit commentaire, une préface, une conclusion. Il se trouve que cette préface-conclusion, elle avait été écrite par mon grand-père, qui est mort aujourd'hui, et qui était un prof de français. Et il avait eu l'occasion d'écrire un petit appareil critique pour une des pièces de Racine. Je l'ai donc lu dans un élan de, c'est mon grand-père qui a écrit le commentaire sur Racine, je vais le lire. Et à l'intérieur de ce petit commentaire, il a repris, je pense, en la travestissant, une phrase probablement d'un poète grec ou latin, parce que c'était sa spécialité, malheureusement, je n'ai pas son érudition. Et la phrase était la suivante. Il essayait d'écrire pourquoi certains vers de la pièce, en l'occurrence, mais je pense que ça nous arrive à tous, pourquoi certains mots, certaines phrases de texte ou de roman nous transpercent, nous changent. Et il disait, voici venir ces mots qui portent à leur cime une lueur étrange. Wow. Et pour moi, tout est là. Voici venir ces mots qui portent à leur cime, à leur sommet, une lueur étrange. Et là, pour moi, je ne peux pas dire pourquoi on écrit, pourquoi on lit, pourquoi on vit, mais cette phrase-là, pour moi, approche absolument le mystère absolu. Wow, magnifique, Claire, elle est superbe, cette phrase. Très beau. Elle donne matière à réflexion et on a intérêt d'avoir un paquet de bougies avant de comprendre toute la portée, mais elle est vraiment magnifique. Et j'encourage aussi tout le monde, les gens que la thématique du feu intéresse, à lire la première page de Bachelard sur psychanalyse du feu. Je la relis régulièrement parce que j'ai pas lu les autres. C'est un des rares livres que j'ai lu du début à la fin. Il est vraiment magnifique. Et le début, quand il parle du feu, porte complètement tout le mystère et les multiples portées du feu. C'est le feu du foyer, de la consolation, mais c'est aussi le feu du ravage et de la destruction, et donc de la renaissance. En tout cas, Nicolas, c'était super, comme toujours, de t'avoir avec nous. Reviens vite. Merci beaucoup. Olivier, je te laisse dire au revoir. Merci à notre hôte. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci Olivier. Désolé Olivier. Et merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Nicolas. Et salut à tous. Merci encore à Claire. Merci à tous.
d'avoir suivi Bah notre, oui. notre causerie. Merci beaucoup Claire, c'était génial de t'avoir, vraiment lumineuse, incandescente, talentueuse, belle, drôle, vivante comme une flamme. On est vraiment très content d'avoir des invités aussi remarquables et surtout des auditeurs aussi aussi, Incandescent. aussi discrets, mais dont on sent, on perçoit la flamme bouillonnante en eux. Donc merci beaucoup. À la semaine prochaine avec Philippe Jaénada pour sur la thématique de destins divers. Salut! Ciao, ciao. Au revoir.